Bonjour tout le monde. Euh, Dans cette vidéo, nous allons continuer sur le chapitre 2 de notre cours P3327 sur la théorie quantique de l'information. Dans la vidéo précédente, nous avons introduit l'informatique d'une façon générale, l'information, la théorie de l'information d'une façon générale, classiquement, comment on quantifie l'information. Et là, dans le chapitre 2, nous allons parler spécifiquement de l'informatique quantique, ou si vous voulez, des éléments de l'informatique quantique. Donc pour commencer, nous allons spécifiquement parler de la brique de base en informatique quantique, qui est le bit quantique ou le qubit. Donc le qubit, ce sera le terme que nous allons utiliser pour parler du bit quantique. Je commencerai d'ailleurs avec un petit rappel qui nous servira pour analogie avec l'informatique classique, où on représente un bit classique que vous connaissez, qu'on utilise pour faire toutes sortes de codages en informatique, en ce qu'on appelle le langage binaire, et qui est représenté par un 0 ou 1. Donc bien évidemment, c'est une représentation mathématique qui, physiquement parlant, correspond à un état donné d'un système physique, comme par exemple si on applique un voltage de 5 volts, on va dire que ça correspond à notre 1, et si on applique 0, ça correspond à notre 0 comme code, ou les domaines magnétiques sur les disques durs, ou lumière dans une fibre optique, etc. D'accord? Donc les 0 et 1, ici, en informatique classique, constituent les vecteurs, ou enfin les bits de la base de calcul informatique. Similairement, en informatique quantique, on appelle le bit un qubit quantique, un qubit, et on va s'intéresser essentiellement dans ce cours au modèle mathématique, donc à la représentation mathématique d'un qubit et comment on va le manipuler. D'accord? Un qubit en général est représenté avec les deux vecteurs de base, donc la base de calcul, qui sont représentés par des 0 et 1, mais qui sont écrits avec cette représentation qu'on appelle la représentation de Dirac, et plus particulièrement, c'est les quêtes. Donc pour ceux qui s'en doutent un peu, donc il faut revenir à votre cours de mécanique quantique. Vous allez voir que généralement en mécanique quantique, quand on a un état quantique, on représente ça avec une quête. C'est le formalisme bracket. Ceci dira que finalement un qubit, donc c'est un état quantique, c'est un qubit dans l'état 0, un qubit dans l'état 1. Et ces deux qubits seront les qubits de base, donc la base de calcul en informatique quantique. Bien sûr, physiquement parlant, un qubit, c'est un système physique quantique. D'accord? Donc c'est soit un atome, soit des électrons, un photon. On ne va pas vraiment s'intéresser dans ce cours à cette partie-là, on va en parler, peut-être vers la fin, mais bien sûr, nous, on n'est pas dans la mesure ici d'apprendre comment faire des qubits, physiquement. Mais on va apprendre comment manipuler des qubits, comment créer des circuits avec des qubits, pour faire des algorithmes avec des qubits. Puis après, si quelqu'un d'entre vous s'aventurera dans la recherche en informatique quantique, et s'intéresse à la physique de l'informatique quantique, et bien là, il va bâtir des systèmes pour créer des qubits physiquement. Donc, pour donner une définition, c'est quoi un qubit? Comme vous avez bien compris, je pense, un qubit, c'est un système quantique simple. Et c'est l'unité fondamentale de l'informatique quantique. D'accord? Donc, c'est vraiment un système dans un état quantique. Donc le qubit, si vous voulez, ça va être interchangeable dans le jargon avec les termes qu'on va utiliser avec un état quantique. Donc si je dis un état quantique, je peux dire un état quantique pour représenter un qubit. Ou un qubit, c'est un état quantique d'un système donné.
Donc les 0 et les 1, ces deux états de base, sont fondamentaux dans une base qui forme une base à deux dimensions. C'est la base de calcul. Et en fait, dans le modèle mathématique d'un qubit, le qubit est représenté ou correspond à un vecteur dans un espace vectoriel complexe à deux dimensions. C'est l'espace d'Hilbert, que vous connaissez à partir de la mécanique quantique que vous avez appris l'année dernière, je pense. Donc si je veux le représenter d'une façon plutôt géométrique, eh ben, les 0 et les 1 sont les deux vecteurs de base. Donc c'est comme les axes x, y. Et puis un vecteur dans cet espace vectoriel qui sera notre qubit. D'une façon générale, on peut l'écrire comme psi, donc c'est un état quantique qui représente ce qubit psi, ou bien on dit un qubit dans l'état psi, d'accord, qui peut être écrit comme une combinaison linéaire de ces deux vecteurs de base, 0 et 1. D'accord? Avec les alpha et bêta, ce sont des coefficients ou des amplitudes de probabilité en fait. Donc ils vont définir, alpha va définir la probabilité de trouver ce qubit ou cet état psi dans l'état 0 si on fait une mesure. Et bêta va représenter la probabilité de trouver ce qubit si on le mesure dans l'état 1. Donc cette question de mesure d'un qubit, nous allons le discuter dans le chapitre 3 et vous allez voir que c'est une question fondamentale à la mécanique quantique et jusqu'à présent c'est un vrai problème. C'est un vrai problème la mesure en mécanique quantique. Et pour l'instant, on va s'intéresser, comme je viens de dire, au modèle mathématique d'un qubit et de la manipulation du qubit. Il y a une condition donc ces valeurs alpha et bêta, ils sont contraints à une condition qui s'appelle la condition de normalisation ou la règle de Born, qui dit que le module au carré de alpha plus le module au carré de bêta doit être égal toujours à 1. Donc vous voyez que si je projette ce vecteur sur l'axe 0, j'ai alpha, et si je le projette sur l'axe 1, j'ai bêta, d'accord? Et cette condition va nous faire penser bien que les vecteurs 0 et 1, finalement, dans cet espace vectoriel à dimension, sont des vecteurs unitaires. C'est pour cela qu'ils constituent la base fondamentale de calcul. D'accord? Donc après, on peut se trouver d'autres bases qui sont formées par des combinaisons de ces vecteurs de base. D'accord? C'est pas tout à fait correct de le dire maintenant, mais juste pour faciliter les choses, si vous projetez dans votre tête une image classique des choses, d'accord, si vous avez les vecteurs unitaires i et j sur les axes x, y, après vous pouvez créer une autre base dont le vecteur unitaire est 2 fois i plus 2 fois j, ou 2 fois i et 3 fois j, d'accord? Donc c'est une autre base, mais la base fondamentale c'est i et j, où ici l'axe 0 et 1, des vecteurs unitaires. D'accord? Voilà, la question qui pourra se poser, mais pourquoi on va représenter un qubit ou un état quantique par un vecteur dans un espace vectoriel à deux dimensions? Pourquoi? En fait, déjà, il faut noter que quand on écrit psi égale alpha 0 plus bêta 1, on parle généralement, on dit que le qubit qui se trouve dans l'état psi est en fait une combinaison linéaire des vecteurs de base 0 et 1, ou bien on dit que psi se trouve dans un état de superposition des deux vecteurs 0 et 1 avec les coefficients à alpha et bêta. Donc cette dernière statement, cette dernière phrase, c'est surtout utilisé par les physiciens, comme nous. On aimerait parler de superposition. Mais pour répondre à la question, pourquoi on va le représenter avec un vecteur dans un espace vectoriel à deux dimensions, c'est tout simplement parce que cette représentation mathématique va nous permettre de bâtir un modèle informatique. C'est-à-dire on va pouvoir manipuler le qubit, on va pouvoir créer un set de procédures mathématiques
qui va nous permettre de faire des procédures informatiques si le qubit ou si l'état quantique est représenté de cette façon-là. D'accord? J'ai fait ici une petite note parce que je crois que c'est intéressant à en parler. Je vous laisse penser, si vous voulez, plus l'intérêt de telles notes. C'est que, surtout les physiciens, ils ont tendance à dire que quand un système quantique, ici un qubit, se trouve dans un état de superposition de 0 et de 1, on a tendance à dire que le système quantique est à la fois 0 et 1, à la fois. D'accord? Je rappelle l'exemple du chat de Schrödinger. Le chat de Schrödinger en mécanique quantique, l'exemple était que si on met un chat dans une boîte fermée, avec laquelle on met un poison qui va se déclencher on ne sait pas quand, si on ne voit pas, si on n'observe pas, si on n'ouvre pas la boîte pour voir le chat, on ne peut pas dire si le chat est mort ou vivant à un instant donné. Donc si on fait pas une observation, si on ne fait pas une mesure du système quantique qui est ici le chat, on ne peut pas dire dans quel état le chat est. Est-ce que c'est mort ou c'est vivant? Donc le chat c'est psi, mort c'est 0, vivant c'est 1. Alpha et bêta sont les probabilités de trouver le chat soit mort, soit vivant. Et sans ouvrir la boîte, on ne sait pas. Donc, nous les physiciens, on a tendance à dire que le chat est mort et vivant en même temps. Bon, ça a l'air aristocrate, ça a l'air très intelligent, ça a l'air smart, mais pour vrai dire, si on le pense, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens. Qu'est-ce que ça veut dire un chat qui est mort et vivant en même temps? C'est du Harry Potter, ça. Hein, c'est bizarre quand même. Et bien l'explication de ça, c'est qu'on a tendance, si vous voulez, à faire des préjugés classiques ou des préjugés d'idées classiques en les appliquant au système quantique. Donc quand je dis un chat vivant et mort en même temps, c'est que j'utilise la notion de chat vivant et de chat mort, donc de ces deux états bien définis, à un système qui n'est pas bien défini. D'accord? Donc, et ça, vous allez le voir, comme j'ai dit dans le chapitre 3, cette question de mesure, mais quand on manipule, en tout cas en informatique quantique, quand on manipule le qubit psi, on n'est pas en train de le mesurer, d'accord? On est juste en train de le manipuler. Quand on le mesure, quand on fait une mesure, on a une valeur bien définie, soit 0, soit 1. Mais avec une certaine probabilité qui correspond à alpha et bêta, ça dépend des cas. D'accord? Très bien. Donc quand je dis manipuler les qubits, comment je manipule les qubits? J'ai psi, j'ai 0, j'ai 1. Comment je vais manipuler? Eh bien, pour les manipuler, le modèle mathématique est bâti sur le fait qu'un qubit, ou un état, est représenté par un vecteur. Donc l'état 0, ou le qubit 0, qubit dans l'état 0, et excusez-moi, là j'utilise les différentes formes d'expression pour qu'on s'habitue. Parce qu'après, on va les utiliser d'une façon interchangeable sans nécessairement que ça soit systématique. Mais c'est juste pour que vous vous habituiez à ce que c'est équivalent. Quoi. Donc 0, c'est un vecteur, colonne, à 2 dimensions, 1, 0. Et le vecteur 1, l'état 1, c'est le vecteur 0, 1. Ça, vous devez le savoir. Ça, c'est la base vraiment. Donc si je prends maintenant un qubit dans l'état psi, qui est combinaison linéaire des 0 et des 1, et bien si vous faites un petit calcul matriciel, vous allez vous rendre compte que finalement, l'état psi, ça correspond au vecteur alpha-bêta. D'accord? Donc, la manipulation du modèle mathématique ou la manipulation informatique des qubits obéit à toutes les lois et règles applicables aux vecteurs, plus généralement aux matrices. Donc si on va faire des transposés, si on va faire des conjugués, parce que alpha et bêta peuvent être des nombres complexes, et ben on va parler des bras et des quêtes, donc c'est ce qu'on appelle le formalisme ou représentation de Dirac,
Et tout ça, vous pouvez le revoir dans votre cours de mécanique quantique. En tout cas, si vous avez des questions sur ça ou d'autres points dans cette présentation, dans cette vidéo, vous pouvez communiquer avec moi et on va se faire des séances open sur Zoom où on va pouvoir poser des questions si on en a. Très bien. Maintenant, je passe sur la deuxième partie de ce chapitre pour pousser un tout petit peu notre connaissance vers comment manipuler ces qubits. Donc là, on a vu comment les représenter, ils définissent quoi, de quoi ils sont faits. Comment on va les manipuler? Mathématiquement ou informatiquement, comment on va les manipuler? La manipulation des qubits, ça se fait avec des actions, des procédures qu'on va appeler les portes logiques quantiques. Dans la suite du cours, je vais peut-être utiliser plus souvent le terme quantum gates pour dire porte logique quantique. Donc une porte logique, ou quantum gate, c'est un moyen de manipuler l'information quantique, ou plus précisément de manipuler les qubits, les états quantiques. D'accord? Donc elle nous permet de faire une action bien définie sur un qubit, sur un état quantique. Donc regardez, quand je parle, donc là j'ai besoin que vous êtes dans l'état d'un physicien quantique. Quand je fais une action sur un état quantique, en mécanique quantique, qu'est-ce qui fait l'action sur un état quantique? C'est un opérateur. Par exemple, dans l'équation de Schrödinger, H psi. H, c'est l'opérateur énergie. Donc il va faire une action sur psi, l'état. Schrödinger, c'est l'état de l'électron, la fonction d'onde de l'électron. Et il va faire une petite opération, puisque c'est un opérateur énergie, donc c'est comme un docteur, il va regarder l'état de cet électron, à quelle énergie se trouve, et il va me donner des valeurs propres d'énergie. Il va me dire, voilà, moi je suis le docteur énergie, je m'appelle Hamiltonien, j'ai opéré l'état de votre électron, et je me rends compte que votre électron peut se trouver dans l'état E1. C'est ça. Donc ce qui fait une action sur un état quantique, c'est un opérateur. Et qu'est-ce que ça voudra dire? Ça voudra dire finalement qu'une porte logique quantique, ce n'est rien autre qu'un opérateur en mécanique quantique. Mais comme je vous ai promis, on ne va pas trop foncer dans la mécanique quantique per se, donc voilà, on va parler des quantum gates. Mais dans votre tête, vraiment c'est un opérateur finalement. Et on va le voir. Qu'est-ce que ça fait? L'action en fait d'un quantum gate, c'est pour cela qu'on appelle un gate comme une porte. On va faire quelque chose à l'entrée, donc enfin à l'entrée de cet opérateur, de cette quantum gate, on va faire entrer un qubit dans un état psi. Le gate va lui faire une petite action. On a un autre qubit à la sortie, qui est dans un état changé. Donc on entre le vecteur ou le qubit comme psi, dans l'état psi, la porte logique nous le sortira dans un état psi 2 ou phi, différent, d'accord? On va voir comment. Il y a différents types d'actions. En quoi est important de pouvoir faire ces actions-là? C'est parce qu'en fait, toute l'histoire de l'informatique quantique, c'est qu'on va pouvoir bâtir un ordinateur quantique. Ou bien, si vous voulez, on va coder, on va créer des codes, des algorithmes, des programmes informatiques, quantiques, qui vont pouvoir manipuler l'information, manipuler les qubits, et nous sortir à la fin le résultat de tout le calcul. Donc ce qu'on appelle les circuits quantiques. D'accord? Et dans ces circuits quantiques, un circuit quantique est bâti par une certaine association de quantum gates. On va l'apprendre dans le chapitre suivant, dans les chapitres suivants. Donc si on se focalise sur les quantum gates, elles peuvent être catégorisées en deux types. Les portes logiques qui agissent sur un seul bit, single qubit quantum gates,
ou bien les gates qui agissent sur plusieurs qubits en même temps. Multiple qubits, quantum gates. Donc on va commencer dans ce chapitre avec le cas simple, si vous voulez, de simple single qubit, un seul qubit, et puis dans le chapitre suivant, on apprendra les cas un tout petit peu plus complexes sur les qubits multiples. Comment je vais représenter les gates? Parce que dans la suite, ça va être une liste, si vous voulez, des gates, des portes logiques quantiques essentielles. Je vais parler de l'action de chaque gate, le symbole, comment on le dessine dans un circuit quantique. On va parler de sa représentation matricielle. Donc, rappelez-vous que finalement, le gate, c'est un opérateur. Donc, je vais le représenter d'une façon matricielle, et c'est normal. Puis, je fais appliquer ce quantum gate sur un état arbitraire, alpha 0 plus bêta 1. Et on va prendre des exemples sur quelques circuits quantiques pour chaque gate. D'accord? Donc là, on va commencer avec les gates les plus usuels, les plus connus en informatique quantique. Voilà. Donc là, on parle, je rappelle, des gates qui s'appliquent sur un seul qubit. Et on commence avec le gate qui s'appelle NOT gate. C'est le gate qu'on appelle Quantum Not Gate. Not en français c'est non. Ou si vous voulez, c'est le opposé. C'est l'inverse, le opposé de quelque chose. Donc, c'est quoi l'action de cette porte logique? C'est que si on lui rentre un 0, c'est-à-dire si j'ai un qubit dans l'état 0 de base, si je lui applique ou si je le fais rentrer à une gate NOT, elle va me sortir un 1, qui est son inverse. Pour cela, c'est un NOT. Et si j'applique la gate NOT sur un qubit dans l'état de base 1, elle va me le transformer en 0. C'est tout. C'est le plus simple, le plus facile à savoir, à mémoriser. C'est pour cela qu'on commence avec d'ailleurs. En symbole, généralement, quand on va dessiner un circuit logique quantique ou un circuit quantique, on a deux choses importantes à connaître. On dessine généralement une ligne horizontale qui correspond à ce qu'on appelle le fil quantique ou le quantum wire. D'accord? C'est quoi le fil quantique? C'est rien d'autre que le qubit qui se déplace, si vous voulez, dans le temps. D'accord? C'est-à-dire le temps avance dans ce sens-là. D'accord? Et si j'ai un qubit ici, disons 0, le 0 mis à gauche, c'est à l'entrée de la gate. Comment on représente la porte logique? C'est un carré dans lequel on écrit le nom, le symbole, la chiffre qui représente cette porte logique. La quantum gate, son symbole c'est X. D'accord? Sa représentation matricielle, et je vais élaborer sur ça un peu dans le chapitre 3, mais pour l'instant on va les apprendre, on va les identifier. C'est une matrice 2 par 2. D'accord? Et vous allez voir pourquoi plus tard. Donc X, c'est la matrice 0, 1, 1, 0. Après vous allez me dire, mais comment 0, 1, 1, 0? Comment on va mémoriser ça? Est-ce qu'il y a une explication? Et bien tout simplement appliquer X sur le vecteur 0. Ce que vous devez savoir, c'est son action. Si vous connaissez l'action, il est facile à remonter à la représentation matricielle. Parce que voilà, si on applique X ayant cette représentation-là, cette matrice, au vecteur de base 0, et bien tout simplement, vous allez voir que X matrice fois le vecteur 1, 0 qui correspond à l'état 0, comme je viens vous dire tout à l'heure que finalement la manipulation du modèle mathématique ça passe par le traitement ou le calcul matriciel ou le calcul vectoriel, et bien on obtient 0, 1. Comment? 0 qui multiplie 1 plus
1 qui multiplie 0, ça fait 0 plus 0. Puis 1 qui multiplie 1, ça fait 1. Plus 0 qui multiplie 0, ça fait 0, ça donne 0, 1. Et bien 0, 1, ce n'est rien d'autre que le vecteur 1. Donc on voit bien que cette matrice X, correctement, si elle est appliquée à 0, ben elle donne 1 à la sortie. Vous pouvez tester chez vous, hein, sur votre cahier, si vous en avez un maintenant, X appliqué à 1. Vous prenez cette représentation matricielle, vous prenez la représentation du vecteur 1 et vous l'appliquez, vous allez voir que ça va donner quoi? Eh bien ça va donner 0. Vous pouvez l'essayer vous-même. Eh bien, je vais présenter aussi l'application de ce gate-là sur un qubit dans un état arbitraire, alpha, 0, bêta. Donc pour faire cette application-là, on a plusieurs moyens, si vous voulez, de le représenter. Donc on peut représenter ça avec une façon que je dirais algébrique, hein. C'est-à-dire on ne va pas utiliser les matrices, mais on va juste utiliser notre connaissance de l'action. Donc si on applique x à cet état-là psi, donc x s'applique à l'état alpha 0 plus bêta 1. Et bien si vous voulez, c'est alpha x appliqué à 0, ça donne alpha 1, parce que x appliqué à 0, si j'applique x à 0, ça donne quoi? Eh bien ça donne le 1. Et le alpha, c'est une valeur constante. Pareil, si j'applique x à 1, eh bien ça donne quoi? Ça donne 0, bêta 0. Donc vous voyez que si je fais rentrer psi à cette porte logique, NOT, quantique, eh ben, elle va me sortir, au lieu de alpha 0 plus bêta 1, elle va me sortir l'état du qubit comme étant alpha 1 plus bêta 0. C'est un autre état maintenant. Bon. Très bien. Je peux le représenter aussi d'une façon matricielle, comme on vient de le faire tout à l'heure avec le petit exemple sur 0, mais au lieu de 0, on est en train d'appliquer x sur psi, qui est alpha 0 plus bêta 1. Et bien vous faites le calcul matriciel, x qui s'applique à alpha 0 plus bêta 1. Ben, tout simplement, vous faites le calcul et vous vous rendez compte que finalement ça donne alpha 1 plus bêta 0 en représentation matricielle. Vous allez voir, on va répéter ça pour toutes les autres gates. Donc ça va devenir, si vous l'essayez chez vous, je vous conseille que vous l'essayez. On va faire des exercices bien sûr, mais vous essayez ça s'il vous plaît, et ça va devenir naturel. On a aussi la représentation avec ce que j'appelle le circuit quantique. Et bien là, je dessine le symbole. J'ai mon fil quantique ici, cette ligne horizontale. Et bien j'ai à l'entrée psi, qui est alpha 0 plus bêta 1. Et à la sortie, et ben c'est alpha 1 plus bêta 0 qui est complètement différent, que je vais appeler phi. Vous pouvez l'appeler psi 1, psi 2, comme vous voulez. Donc pour tester, si vous voulez, si vous avez compris ou pas, hein, essayez ce petit exercice. Et j'ai copié ça dans la feuille d'exercice qui est aussi maintenant sur le website. On va considérer un qubit dans l'état quelconque psi égale alpha 0 plus bêta 1. La question, c'est déterminer le résultat d'application du circuit quantique suivant. Donc vous voyez bien que là, j'ai un circuit quantique. Pourquoi? Parce que j'ai une ligne quantique, et j'ai un certain nombre de quantum gates, de portes logiques, mises l'une à côté de l'autre. Du fait que j'ai une seule ligne, c'est-à-dire j'ai un seul qubit. D'accord? Vous voyez, j'ai un seul qubit psi. Ça, psi, c'est à l'entrée. Moi, ce que je veux savoir, c'est psi 2. C'est la sortie de ce circuit. Donc, vous essayez ça, mais je vous donne une petite astuce, finalement, je le montre aussi. C'est que, pour ce faire, on va appliquer x à psi, ça va nous donner psi 1, vous calculez psi 1. Vous appliquez x à psi 1, et ça vous donnera psi 2. Vous allez sortir avec psi 2 est égal à quoi en fonction de 0 et de 1. D'accord? Donc, vous, à essayer ça, s'il vous plaît. Ok. Et là, maintenant, on passe à un autre porte logique, un autre quantum gate, qui s'appelle le Hadamard Quantum Gate. Et bien, en fait, le Hadamard Quantum Gate est une porte logique spéciale à l'informatique quantique. Qu'est-ce que ça veut dire spécial à l'informatique quantique? Ça voudrait dire que, eh ben, il n'y a pas une porte logique classique qui lui est équivalente. On va parler un peu plus tard
pas dans cette vidéo, en quoi est utile d'avoir cette Hadamard gate, mais on va suivre maintenant notre approche systématique en décrivant l'action, le symbole, les représentations et les applications. C'est quoi l'action du Hadamard gate? Le Hadamard gate, c'est un opérateur. C'est pas l'hamiltonien d'ailleurs, c'est H, mais c'est pas l'hamiltonien. S'il est appliqué à l'état 0, ça va le transformer à cette combinaison linéaire. Attendez, excusez-moi, je passe avec le pen. Donc ça va le transformer à cette combinaison linéaire 0 plus 1 sur racine de 2. Et s'il est appliqué à l'état 1, ça va le transformer à une autre combinaison linéaire 0 moins 1 sur racine de 2. C'est ça l'action, d'accord? Donc vous voyez bien que même le vecteur de base, quand on lui applique h, ça se transforme à un autre vecteur qui est une combinaison linéaire des vecteurs de base initiale. Je peux apprécier que ce que je viens de dire est relativement, si peut-être complexe à ce stade-là. Vous pouvez l'ignorer. Vous pouvez tout simplement, voilà, h va faire partir 0 à 0 plus 1 sur racine de 2, et elle va faire partir 1 vers 0 moins 1 sur racine de 2. Elle est représentée avec la lettre h dans ce carré avec la ligne quantique. La représentation matricielle est 1 sur racine de 2, 1, 1, 1 moins 1. C'est aussi une matrice à 2 par 2. Donc, toutes les matrices d'ailleurs, qui représentent les portes logiques qui s'appliquent sur un seul qubit seront de dimension 2 par 2. On va voir ça plus tard. Encore une fois, pour le savoir, pour le vérifier, si vous l'avez oublié par exemple, eh ben, il suffit de l'appliquer sur 0. Vous devez juste savoir l'action. Donc ça, vous devez le connaître et le savoir. Il ne sera pas donné d'ailleurs, dans un examen par exemple. Donc si vous appliquez h sur 0, eh ben, vous faites tout simplement le calcul matriciel comme je vous l'ai présenté ici. Vous allez vous rendre compte que ça vous donne 1 sur racine de 2, le vecteur 1, 1. Et bien le vecteur 1, 1, on ne le connaît pas dans notre base de calcul. Donc on le split, si vous voulez, on le décompose en 1, 0 plus 0, 1. Donc ça fait quoi? Et bien 1 sur racine de 2, vecteur 0, ici, ça c'est 0, plus vecteur 1. Donc c'est 0 plus 1 sur racine de 2. Encore une fois, vous pouvez essayer la même chose sur le vecteur 1. Et vous allez vous rendre compte que ça va vous donner ça. En général, ça va vous donner quoi? Ça va vous donner 1 moins 1. D'accord? Vous allez l'essayer. Si on applique sur un qubit arbitraire, comme on a fait tout à l'heure, et ben alpha 0 plus bêta 1, vous appliquez ça avec la représentation algébrique, donc again, donc c'est linéaire, si vous voulez, l'application est linéaire, c'est-à-dire que h appliqué à alpha 0 plus bêta 1, ce n'est rien d'autre que alpha h appliqué à 0 plus bêta h appliqué à 1. Et ben h appliqué à 0, ça donne 0 plus 1 sur racine de 2, donc ça, c'est ça. Et ça, c'est l'action de h sur 0 qu'on vient de voir. Et h appliqué à 1, et ben ça donne ça, c'est le résultat de l'application de h sur 1, comme on vient de le voir tout à l'heure, avec les alpha et bêta. Donc si on réarrange les choses pour les réécrire avec les vecteurs de base 0 et 1, vous voyez que finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben finalement, le vecteur psi, qui était à la base alpha 0 et bêta 1, s'est transformé en un vecteur phi que les coefficients qui multiplient le vecteur 0 est alpha plus bêta sur racine de 2 maintenant, et celle qui multiplie 1, c'est alpha moins bêta sur racine de 2. Qu'est-ce que ça veut dire si on va le comprendre un tout petit peu du point de vue physique? C'est que le vecteur psi, avant d'appliquer h, avant d'appliquer le Hadamard, il avait une probabilité alpha carré qu'il se trouvera dans l'état 0, si on le mesure,
et une probabilité bêta carré qu'il se trouvera dans l'état 1 si on le mesure, et ben, si avant de faire une mesure, on lui applique H, et ben, la probabilité de le trouver dans l'état 0 s'est modifiée maintenant, et la probabilité de le trouver dans l'état 1 s'est modifiée aussi. Donc, H change, si vous voulez, la probabilité que le vecteur ou l'état ou le qubit elle change ses probabilités qu'il se trouvera dans un état ou l'autre de base, 0 ou 1. D'accord? Avec une représentation matricielle, ben c'est relativement redondant ici, mais je l'écris d'une façon systématique, mais voilà, donc vous le voyez bien, c'est juste du calcul matriciel. Ça va, je le mets ici parce que finalement, on va utiliser ça dans nos exercices, hein, dans certaines parties des exercices simples. Mais il faut tout simplement le calcul matriciel et vous vous rendez compte que voilà, ben, on a 1, 1 et 1 moins 1. Ben, 1, 1 c'est 1, 0 plus 0, 1, comme on vient de dire tout à l'heure. Et 1 moins 1 c'est 1, 0 moins 0, 1. Et ben, vous faites ça tout simplement et vous auriez la même chose. Hein. Donc je vous laisse faire le calcul, il n'y a pas moyen que je puisse l'écrire en temps réel pour vous, donc c'est pour cela que vous avez le résultat et c'est à vous de l'essayer. Si vous avez des questions, ben on y reviendra dans notre séance en temps réel. Circuit quantique, ben pareil, rien de nouveau, juste pour le dessiner. Donc on applique H, on met H avec la ligne quantique, on a psi à l'entrée, et ça nous fait phi à la sortie. Donc je répète, vous voyez bien, la probabilité d'obtenir 0 après qu'on est passé par H, du qubit initial, bah, c'est changé de alpha à alpha plus bêta sur racine de 2. Et pareil pour 1, mais avec alpha moins bêta sur racine de 2. Donc encore un exercice d'application simple, pareil à avant. Appliquez s'il vous plaît. Cherchez psi 2 à la sortie de ce circuit quantique formé par une succession de deux gates H de suite, en ayant à l'entrée l'état du qubit psi alpha 0 plus bêta. Essayez ça, ça se répète dans la feuille d'exercice. Très bien. Maintenant, on a d'autres portes logiques simples qui s'appliquent sur un seul qubit qu'on va les voir. Mais avant de passer à ça, pour ceux d'entre vous qui sont plus à l'aise que d'autres en mécanique quantique, avec les notions de mécanique quantique, qui ont un intérêt à pousser leur connaissance un tout petit peu plus, je vous propose cette petite question. On n'avait pas besoin tous de le résoudre, hein, ou de l'essayer, mais supposons que, au lieu en fait d'avoir le gate H qui était 1, 1, 1, moins 1, il se peut que quelqu'un s'est posé, mais pourquoi le moins 1 qui était ici? Pourquoi le moins 1 qui était ici dans H? Pourquoi? Eh bien, pour le savoir, enlevez le moins, considérez maintenant une nouvelle gate qu'on va appeler H tilde, donc cette expression-là, le petit chapeau là, c'est tilde, et dans lequel on va enlever le moins 1. On va l'écrire 1 sur racine 2, 1, 1, 1, 1. Est-ce que vous pouvez démontrer que H tilde ne peut pas être une quantum gate? Si oui, dites-moi pourquoi. Sinon, eh ben, je vous l'expliquerai plus tard. Ou peut-être que je les laisserai comme une question d'examen pour quelques petits 5 points de plus pour ceux qui veulent, quoi. D'accord? D'ailleurs, vous allez voir, moi je suis de ce genre, il se peut que je donne dans le cours des questions un peu complexes, et que je vous les repasse en examen. Donc ce sera pour ceux qui ont vraiment étudié, qui ont fait l'effort, et ben ils auront un peu plus de notes dans l'examen, quoi. Très bien. Bon, passons sur les autres gates qui restent. Ils sont plus simples que le gate H. Et vous allez voir que ces gates-là, ce sont des opérateurs que vous devrez connaître. Sinon, vous allez les connaître l'année prochaine. Donc, c'est le gate, la première de ces gates-là, c'est la gate qui s'appelle Y.
ou c'est la gate de Pauli, c'est la matrice de Pauli. En fait, la gate Y, ce n'est rien d'autre que la matrice de Pauli, qui s'appelle sigma Y. Donc peut-être vous avez entendu parler des matrices de Pauli, ou peut-être pas. Mais je vous le dis, les matrices de Pauli, ce sont des matrices qui sont fondamentales dans la fameuse équation de Dirac. Donc, si vous n'avez pas entendu parler de l'équation de Dirac, je vous le dis aussi, Dirac, c'est un super physicien, très très intelligent, qui cherchait à se trouver une fonction, une équation d'ailleurs, qui peut lier la mécanique quantique à la relativité restreinte d'Einstein. Et il a réussi à trouver cette équation. Et dans cette équation, il avait utilisé des matrices. Donc vous allez voir ça dans le cours en 4e année de la théorie quantique des champs, que j'enseigne moi, a priori. Et ces matrices de Pauli, ils sont indispensables à comprendre et appliquer l'équation de Dirac. Mais on les utilise en informatique quantique. Pourquoi? Parce que finalement, ils traitent des systèmes quantiques. Donc, notre qubit peut être à la vitesse de la lumière. Okay? Donc, ça peut être un photon. Donc, c'est quoi l'action de cette porte logique Y? Donc, la porte logique Y, elle fait quoi? Ben, si on applique Y au vecteur de base 0, et ben, ça nous sort I imaginaire fois le vecteur 1. Et si on l'applique à 1, ça nous sort moins I0. Donc, d'ailleurs, en voyant ça, vous devez, avec le temps, ou si vous vous entraînez maintenant, pouvoir immédiatement remonter à sa représentation matricielle. Donc là, je vais passer vite au symbole, donc c'est Y, tout simplement. Pour la représentation matricielle, ben, le gate Y, c'est 0 moins I, I0. Vous le testez, vous l'appliquez à 0. Vous faites calcul matriciel et ça donne 0i, donc I fois le vecteur 0,1. Et bien 0,1, c'est vraiment que 1. Et donc si on applique y à 0, ça nous donne I1, tout simplement. Faites pareil pour y appliqué à 1. Donc là, on va appliquer y sur un qubit non arbitraire, donc à l'état alpha 0, bêta 1. Avec la représentation algébrique, donc vous voyez aussi c'est linéaire, donc c'est alpha y0 plus bêta y1. Et bien y0, c'est i1, donc ça c'est l'action de y sur 0. Et y1, c'est moins i0, c'est l'action de y sur 1. Alors si vous arrangez les choses, c'est moins i bêta 0 plus i alpha. Qu'est-ce que ça a fait, cette gate? Eh ben, elle a changé la probabilité de trouver psi, donc trouver le qubit, avant d'appliquer y. Il avait une probabilité alpha carré de se trouver dans l'état 0 si on le mesure, et il avait une probabilité bêta carré que si on le mesure se trouve dans l'état 1. Eh ben, avec l'application du y, ces probabilités ont changé, ils sont devenus même imaginaires. Donc, vous le voyez bien, maintenant c'est moins i bêta, donc ça fait une différente probabilité d'ailleurs pour trouver dans l'état 0 et l'état 1. C'est une probabilité imaginaire. Très bien. Donc si on fait ça avec le calcul de représentation matricielle, encore une fois, c'est pour votre entraînement, vous faites calcul matriciel tout simplement, et vous allez avoir I alpha 0,1, donc c'est I alpha 1 moins I bêta 0. D'accord? Donc ça, n'oubliez pas, c'est le vecteur 1, c'est l'état 1 de base. La quête 1, et ça, c'est la quête 0. Okay? Avec une représentation circuit quantique, ben, tout simplement, on a l'entrée et une sortie. Ça rentre avant l'application du Y comme alpha 0 plus bêta 1, et ben, ça sort, c'est moins bêta 0 plus I alpha. Okay? Il faut toujours garder en tête, sans vraiment trop rentrer en détail, que c'est de la mécanique quantique à la fin, d'accord? Donc, il faut toujours avoir cette sens subtil entre, on est en train de faire de la mathématique, mais en même temps, ça a un sens physique derrière.
Donc là, on a changé les probabilités. Ce qui est important d'ailleurs, hein. Vous imaginez. J'ai un système quantique qui a une probabilité de se trouver dans un état sans une mesure, et ben je lui fais quelque chose, je lui applique un opérateur qui change sa probabilité de se trouver dans ce même état si on fait une mesure. C'est une bonne manipulation d'ailleurs. Très bien. La dernière gate, a priori, c'est la gate de Pauli aussi, qui s'appelle Z-gate, ou Z, la gate Z. Donc aussi, ça correspond à la matrice de Pauli sigma Z ou sigma 3. On va voir ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, ça, celle-là est encore plus simple. En fait, si on l'applique à 0, elle ne fait rien. Elle le sort comme 0. Mais si on l'applique à 1, eh ben, elle le rend moins 1. Tout simplement. Et bien ça rend sa représentation matricielle encore plus simple. Donc c'est 1, 0, 0, moins 1. Vous l'appliquez à 0, vous allez vous rendre compte, ça vous donne 0 de nouveau. Tout simplement. Pareil, si on l'applique à un qubit, dans un état arbitraire, et ben voilà, qu'est-ce qu'elle fait? Ben elle va juste agir sur 1, c'est-à-dire alpha Z0, ça donne alpha 0, parce que Z0, ça donne 0. Donc là, je répète, mais bon, a priori, ça devrait juste vous faire fixer les idées. Z appliqué à 1, ça donne moins 1. Donc là, j'ai moins bêta. Vous faites ça en représentation matricielle, c'est pareil, d'accord? Donc, plus bêta 0 moins 1, et bien vous sortez le moins dehors, ce sera moins bêta 0, 1, qui est l'état 0 et 1. Et voilà, encore, dans un circuit quantique, c'est comme ça. Vous voyez, donc. D'ailleurs, Z ne change pas la probabilité, de sortir, ou de trouver, après Z, après l'application de Z, de trouver le qubit dans l'état 0. Cette probabilité ne change pas. Et d'ailleurs, la probabilité aussi de 1 ne change pas. Hein. On est juste ici, on est en train de faire un flip, un changement d'angle. Vous allez voir ça dans les exercices. Et finalement, même question pour l'exercice simple. Ben, cherchez la sortie psi2 de ce circuit quantique où on applique Z 2 fois de suite sur un qubit d'entrée psi égale alpha 0 plus bêta. En récapitulatif, vous allez voir toutes ces informations, vous allez les trouver bien détaillées, si vous voulez, avec des exemples et tout, dans ce bouquin, Quantum Computing Explained, de David McMahon. Il se trouve sur mon webpage, mais il est en anglais. Il n'y a vraiment pas beaucoup de ressources en français, malheureusement. C'est pour cela que mon cours maintenant est en français d'ailleurs. En récapitulatif, je vous montre en fait ces gates primordiales. Il y en a d'autres gates, vous allez les découvrir en exercice vous-même. De nos manipulations, c'est X, Y, Z, les gates X, Y, Z, et la gate Hadamard H. Et là, vous voyez bien, on a déjà vu ça, psi in ici pour dire que c'est le qubit d'entrée, et psi out, c'est l'état du qubit à la sortie. Et là, ça récapitule tout ce qu'on vient de dire sur les gates. Écoutez, moi je vous remercie. Vous allez avoir une liste d'exercices que j'ai aussi posés sur le website. Allez le voir, essayez de les résoudre, et moi plus tard je vous enverrai une vidéo qui montre des astuces pour les résoudre si vous n'en avez pas réussi à les faire vous-même. Merci, à la prochaine vidéo qui va étaler plus sur la mesure en mécanique quantique ou la mesure en informatique quantique de ces qubits. Au revoir.